Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la version 3 d'une vidéo qui est très regardée sur cette chaîne et pour laquelle on a régulièrement pas mal de petites questions. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, on va voir ensemble aujourd'hui comment créer son premier studio photo à moindre frais, parce qu'en général quand on débute on n'a pas des moyens illimités, et aussi un petit studio photo qui ne prendra pas trop de place et qu'on pourra facilement caler dans une chambre d'amis, dans un coin de son salon, dans son garage ou que sais-je encore. Alors comme je l'ai dit, c'est une version 3 de la vidéo parce que la version 2 elle a déjà plus de 3 ans, et entre temps mes compétences ont augmenté. Je pense que je peux donner aussi quelques petits conseils légèrement différents. Bref, une petite mise à jour de ces vieilles vidéos ne fera pas de mal, et c'est un sujet toujours très demandé et très d'actualité, donc me voilà aujourd'hui à nouveau avec ce thème. Alors petite précision avant de commencer, cette vidéo n'a absolument pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à des photographes plus confirmés ou plus expérimentés. Elle a vraiment pour but de donner quelques conseils à des photographes débutants qui sont un peu perdus au milieu de tout ça et qui ne savent vraiment pas par quoi commencer. On va donc aujourd'hui voir ensemble les bases et j'espère que ces quelques petits conseils vous aideront à oser vous lancer dans vos premières photos studio. C'est parti! Ok, alors qu'est-ce qu'il vous faudra au minimum pour faire de la photo studio? Eh bien, premièrement, une source lumineuse, ça va vraiment être le plus important, et ensuite un fond de studio ou un décor ou quoi que ce soit à mettre derrière votre modèle. Donc on va commencer par la source lumineuse, et déjà rien que pour ça, il y a plein de solutions très différentes. Vous allez premièrement avoir tout ce qui est lumière continue, un petit peu comme la lumière qui m'éclaire en ce moment, et deuxièmement, vous allez avoir tout ce qui est flash, avec à chaque fois des variantes dans chaque catégorie. On va voir à chaque fois les avantages et les inconvénients de chacun. Comme ici on est sur une vidéo qui s'adresse aux photographes débutants en studio, on va vous parler à chaque fois d'exemples avec une seule source lumineuse, mais c'est déjà très bien pour commencer. Après bien sûr vous pourrez en ajouter 2, 3, 4, 5 et vous amuser, mais encore une fois ici on est sur une vidéo toute simple pour débuter et à moindre frais, donc une seule source lumineuse correcte, ce sera déjà très bien. Alors on va commencer en parlant de l'éclairage continu. Quand je parle d'éclairage continu, je ne parle pas de l'ampoule de votre plafonnier de votre salon. En général, c'est vraiment le genre d'ampoule pas du tout fait pour la photo déjà, clairement de 1, mais tout simplement parce que la lumière va être très jaune et surtout très faible aux yeux de l'appareil photo en tout cas. Donc il va falloir plutôt privilégier des ampoules fluo-compactes ou LED dans des teintes froides, donc généralement des blancs froids, contrairement aux ampoules classiques de maison qui sont en général dans les teintes plutôt chaudes. Ça se rapprochera beaucoup plus de la lumière extérieure du jour naturelle et ce sera beaucoup plus flatteur pour vos photos. Ça évitera d'avoir une balance des blancs tout à fait ignoble sur vos images. Alors on élimine tout ce qui est halogène et ce genre de choses par contre, parce que déjà au-delà de la teinte qui va pas forcément correspondre non plus, ça va aussi consommer énormément et surtout chauffer à balle, et c'est pas ce que vous voulez pour votre studio photo. Donc pour tout ce qui est éclairage LED ou fluo-compact, vous avez une gamme de prix immense, il y a vraiment tous les prix. Il y a aussi toutes les puissances, tous les formats, tout un tas de variantes que vous pourrez choisir en fonction de vos besoins. Mais pour commencer, vous avez des premiers kits débutants trouvables en général à une cinquantaine d'euros sur internet. C'est pas ouf niveau qualité, mais ça peut tout à fait suffire pour commencer. Et c'est d'ailleurs une ampoule fluo-compact qui m'éclaire là, qui vient d'un tout premier kit que j'ai acheté il y a des années et qui fonctionne toujours, et ma foi pas trop mal. Bien sûr, il y a toujours mieux, mais après c'est question de préférence, de goût et de besoin de chacun. D'ailleurs, petit point, je vais le redire sûrement tout du long de la vidéo, mais tout dépendra toujours de vos moyens, de vos besoins et de vos préférences. Il n'y a pas une solution miracle et universelle qui conviendra à tout le monde. Donc le gros avantage de la lumière continue, c'est que pour débuter, ce sera vraiment généralement le moins cher que vous pourrez trouver dans ce genre de petit kit. Et aussi, deuxième avantage, c'est que ça vous permettra de faire de la photo et de la vidéo, parce que forcément avec un flash pour vous éclairer pour filmer, c'est plus compliqué, vous vous en doutez bien. Il y aura aussi un dernier avantage à la lumière continue par rapport au flash, c'est pour tout ce qui est photo d'animaux de compagnie un peu sensibles ou craintifs, ou parfois aussi pour de la photo de nouveau-né, certains photographes préfèrent la lumière continue, même si ça reste aussi possible au flash comme on va voir juste après, mais en prenant des précautions. Alors Chris vient d'ajouter, oui il est comme d'habitude juste pas très loin derrière la caméra. Un autre avantage pour la lumière continue, en effet, le gros avantage c'est que vous allez directement voir sur votre modèle le rendu de votre éclairage. Donc si vous le déplacez plus à gauche, plus à droite, vous n'allez pas avoir besoin de déclencher et de faire vos photos pour voir ce que ça va donner. Contrairement bien sûr avec le flash où avant de prendre la photo et de voir l'aperçu sur votre boîtier, vous avez parfois à peu près aucune idée de ce que ça va rendre. Vous allez aussi pouvoir modifier votre lumière continue avec des modelers comme des parapluies, des softbox, etc. Mais on va en parler juste après avoir d'abord un peu abordé la question des flashs. Donc en ce qui concerne les flashs de studio, vous allez encore une fois avoir plusieurs solutions. Il y a tout ce qui est flash officiellement de studio, qui en général se branchent à une prise ou qui ont des batteries, etc. et qui sont vraiment faits
pour être des flashs de studio utilisés uniquement en studio, etc. L'inconvénient des flashs de studio, c'est qu'en général, ils peuvent vite coûter très cher. Surtout, ils sont moins polyvalents, ils pourront vous servir uniquement en studio. Et comme on est dans une vidéo qui s'adresse plutôt aux débutants et plutôt aussi pour les petites astuces pour que ça coûte pas trop cher, nous, on va plutôt vous conseiller la solution des Flash Cobra qui vont être beaucoup plus polyvalents et que vous allez aussi pouvoir utiliser dehors en reportage mariage par exemple. Donc un seul flash vous permettra de faire du studio et du reportage en extérieur à domicile. Il sera aussi en général moins cher, plus léger, plus portatif et c'est pour ça que c'est plutôt là-dessus qu'on vous conseille de partir si vous voulez commencer au flash. Bien sûr, il y a aussi des photographes qui vous diront l'inverse, qu'on peut tout à fait commencer avec des flashs pas chers de studio, mais tout simplement de ce qu'on a vu et de nos propres connaissances, on conseillerait plutôt les Flash Cobra pour les raisons énoncées juste avant. Après, bien entendu, il y a toujours plein de façons de faire et tout ce qu'on dit, prenez ça avec des pincettes, ce n'est que notre avis et nos petits conseils. J'ai même pas abordé la question du flash intégré à votre boîtier, mais pour une raison très simple, juste non. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez, il est fixé à votre boîtier. En général, il est d'une qualité assez... comment le tourner de façon diplomate. Tout simplement, au-delà de sa qualité qui est pas forcément au top, du fait que vous pouvez pas le régler, etc., vous ne pouvez tout simplement pas non plus le déplacer pour faire des effets de lumière. Et donc clairement, ne faites pas de la photo avec le flash intégré de votre boîtier, merci beaucoup. Donc le Flash Cobra, vous allez bien évidemment ici pas le mettre sur la griffe porte-flash de votre boîtier, mais au contraire, le déporter et comme ça vous pourrez essayer plein de setup lumière différents, ne serait-ce qu'avec une seule source lumineuse, vous verrez, vous allez déjà pouvoir faire plein de choses très variées. Donc pour faire fonctionner votre Flash Cobra avec votre boîtier en déporté, vous allez avoir plusieurs solutions, notamment la solution par câble ou alors la solution par transmetteur. Personnellement, c'est celle que je préfère parce que avoir un câble dans les pattes quand je suis en shooting, c'est déjà bien assez galère avec les parapluies, les modèles, les accessoires et tout. Donc optez de préférence si possible pour des transmetteurs. Donc les transmetteurs en général fonctionnent par paire, un boîtier que vous allez mettre sur votre flash et un boîtier que vous allez mettre sur votre réflexe. Les deux appareils vont ainsi pouvoir communiquer ensemble et quand vous allez déclencher votre photo, ça va flasher tout simplement. Ça vous permettra aussi de régler votre flash directement depuis votre boîtier. Moi, je trouve ça plutôt pratique. Donc, je vais pas parler ici de marque ou de modèle particulier de flash et de transmetteur, tout simplement parce que ça va dépendre de la marque de votre boîtier et aussi du modèle de votre boîtier. Il faut vraiment faire attention à ça avant d'acheter un flash ou un transmetteur. Renseignez-vous bien, tout n'est pas compatible avec tout. Donc voilà, je vous laisserai vous renseigner à chaque fois pour votre boîtier. Et inutile de me demander en commentaire qu'est-ce qui fonctionne avec votre boîtier spécifiquement parce que je ne connais pas du tout à ce sujet. Je vous laisserai aller voir la notice de votre boîtier ou la notice des flashs. En général, c'est marqué dessus compatible avec tel boîtier de telle marque, etc. Sachez que si vous voulez minimiser les frais pour tout ça, vous avez bien sûr des marques chinoises qui font en général du matériel compatible avec les grandes marques connues à beaucoup moins cher, mais vous avez aussi l'occasion. Et ça, j'insisterai jamais assez là-dessus, tant d'un point de vue économique qu'écologique. L'occasion, c'est vraiment chouette. Mes premiers flashs, je les avais achetés d'occasion et ils m'ont servi les premières années pour faire tous mes essais, le temps que je trouve un peu mes propres besoins et ce que je préférais faire avant d'acheter du matériel plus neuf. Une fois que vous avez votre source lumineuse, qu'elle soit continue ou flash, vous allez avoir besoin de trépieds pour les supporter. Donc en général, ils seront fournis si vous achetez des kits de lumière continue sur internet. Les petits trépieds seront fournis avec, mais par contre pour tout ce qui est flash, pas forcément. Donc vous pouvez aussi acheter à vraiment pas cher sur internet, soit neuf, soit d'occasion, pensez-y encore une fois, des trépieds en général en plastique qui coûtent moins cher ou alors en acier qui vont être plus solides, plus lourd et donc plus stable. Faites en fonction de vos besoins et de vos moyens encore une fois. En tout cas, sachez que les deux fonctionnent et pour notre part, on a encore nos vieux trépieds qui dépannent bien des fois. Si vous avez une lumière continue, en général, le socle de la lumière continue va pouvoir tout simplement se visser sur vos trépieds. Par contre, si vous achetez un flash, il va vous falloir un petit support spécifique de flash qu'il faudra bien penser à acheter à part. En général, encore une fois, c'est vraiment pas bien ça qui coûte le plus cher. Et ensuite, une fois que vous avez votre lumière continue ou votre flash plus votre support pour le faire tenir, il va vous falloir un modeler. Alors c'est pas obligatoire, pas à 100%, on va dire ça comme ça, mais c'est très fortement conseillé. Sinon, votre lumière continue ou votre flash va éclairer de façon beaucoup trop agressive votre modèle. L'intérêt d'un modeler, ça va être d'adoucir tout ça. Vous avez en première solution tout ce qui est parapluie. En général, c'est le moins cher, c'est très pratique parce que ça se range après utilisation et ça prend pas trop de place. Et c'est aussi inclus en général dans les petits kits de studio photo pour débutants, ou alors ça se trouve à vraiment pas cher sur internet, ou encore une fois d'occasion. Dans tous ces parapluies, il y a plusieurs déclinaisons. Généralement la moins chère et la plus simple, les parapluies transparents. Votre lumière va passer à travers le parapluie transparent et donc ça va agrandir et adoucir votre source lumineuse. C'est ce qui m'éclaire en ce moment. Bon, vous vous doutez, forcément, moins le matériel est cher, plus la durée de vie avec un usage intensif est courte.
Mais ces parapluies-là nous ont quand même servi pendant plus de 5 ans, donc on va pas s'en plaindre. Vous avez autrement les parapluies qui sont généralement argentés ou dorés à l'intérieur et qui sont plutôt opaques noirs à l'extérieur. Là, ça va être le système inverse. Votre flash ou votre source lumineuse va être orientée vers le fond du parapluie, vers le côté brillant, et ça va se refléter et être diffusé derrière généralement par un petit voilage blanc qui va servir de diffuseur tout simplement et qui va éclairer votre modèle en général de façon encore plus douce. Alors petit ajout parce qu'on a oublié pendant le tournage principal de la vidéo, mais plus votre source lumineuse sera grande et proche de votre modèle, plus la lumière sera douce. On va pas entrer dans les détails de cette vidéo qui va déjà être bien trop longue, mais c'est entre autres pour ça qu'il existe plein de tailles différentes pour chaque modèle de diffuseur, donc notamment des parapluies vraiment de toutes les tailles. Donc plus vous aurez un grand parapluie, mieux ça diffusera la lumière, plus votre lumière sera douce. Et plus votre diffuseur sera petit, plus votre lumière sera contrastée et dure, et vous allez avoir ainsi des rendus très différents en fonction de vos choix. Donc faites aussi en fonction de la place que vous aurez dans la pièce, parce que mine de rien, ce parapluie d'1,80 m, il prend beaucoup de place. Et vous avez ensuite, en plus des parapluies, tout un tas d'autres solutions comme des nids d'abeilles, des softbox qui peuvent être octogonales, rectangulaires, carrées, rondes, enfin, vous avez ensuite vraiment toutes les formes et tout un tas de diffuseurs très variés. Donc, je vais pas entrer plus dans les détails que ça sur les modeleurs ici, tout simplement parce que je ne suis pas moi-même experte en studio photo. J'ai testé pour ma part principalement les parapluies et une softbox, donc voilà, tout le reste je ne saurais pas du tout en parler. Et surtout, encore une fois, on est dans une vidéo qui parle d'un premier studio photo maison, qui prend pas trop de place, à pas trop cher, donc je vais pas ici vous parler de toutes les déclinaisons de tout ce qui existe parce qu'on n'en finirait pas. Et en général, la solution la moins onéreuse reste quand même le parapluie, d'autant plus qu'il se plie facilement, qu'il se range facilement dans un sac. Si vous avez un studio photo portatif par exemple comme nous, pour amener chez les clients, c'est souvent moins encombrant. Une dernière petite parenthèse, pour tout ce qui est modeler, vous pouvez aussi en faire maison. J'ai vu des tutos sur internet. Pour ma part, j'ai jamais essayé, mais si jamais vous vous sentez l'âme créatif, n'hésitez pas à aller parcourir des tutos sur internet. Il y a toujours tout un tas de solutions pour faire tout maison de toute façon. Dernier petit point sur tout ce qui est lumière. Si jamais vous vous demandez, ok ça y est, j'ai ma source lumineuse mais je sais pas du tout quoi en faire pour faire mes premières photos, je vous conseillerais tout simplement deux setups qui sont à mon avis les plus simples et qui font tout de suite un petit effet waouh pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de voir des photos studio. Premier setup d'éclairage qui est aussi le plus classique, c'est un peu celui qui m'éclaire en ce moment. Vous allez placer votre flash à 45 degrés devant votre modèle, donc pas vraiment de face mais hop, un petit peu de côté, et de façon à ce que la lumière arrive un petit peu par au-dessus. C'est en général ce qui imite le mieux la lumière naturelle du soleil, et ça fait un éclairage tout de suite un petit peu travaillé, assez simple mais sympa. Ça reste un grand classique et c'est tout à fait chouette pour les premières photos studio. Autrement, deuxième éclairage très simple et qui fait aussi son petit effet, c'est ce qu'on appelle le split. Vous allez mettre cette fois l'éclairage complètement en latéral par rapport à votre sujet. Votre sujet sera donc éclairé que d'un côté et ça peut aussi donner son petit genre. Surtout si vous tournez votre modèle par exemple face à la lumière, vous avez un très joli rendu comme ça. Simple, efficace, on le fait encore tout le temps de notre côté. Donc ça, c'est les deux schémas de lumière que j'utilise tout le temps de mon côté, mais vous pouvez tout à fait en faire plein d'autres. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur internet, vraiment en tapant schéma de lumière, éclairage de studio, et vous allez voir tout un tas de choses est possible. Il faudra ensuite trouver vos propres préférences, votre propre style. Et là, on parlait encore une fois que d'une seule source lumineuse, mais après vous pouvez bien sûr en ajouter plein pour avoir des backlights. Vous pouvez aussi ajouter tout un tas d'accessoires sur vos flashs par exemple, comme des gélatines pour donner de la couleur différente, etc. Mais tout ça, ça n'a pas sa place dans une vidéo qui parle pour les débutants d'un tout premier studio photo. Vous n'êtes pas du tout obligé de connaître tout ça pour débuter. Bien sûr, par la suite, vous allez acheter petit à petit du matériel en fonction de vos besoins, mais déjà normalement, avec tout ce qu'on vient d'évoquer ici, vous allez pouvoir faire vos premières photos studio et vous allez déjà avoir de quoi bien vous amuser. Alors maintenant qu'on a vu ensemble les bases de l'éclairage, il va vous falloir un fond de studio, ou en tout cas un décor pour vos photos. On va commencer par parler des solutions complètement gratuites, et ensuite on abordera les solutions un peu moins chères, puis les solutions un petit peu plus chères. Comme ça, en fonction de votre budget et de vos envies, vous aurez un petit peu différentes propositions. Donc on va commencer par parler des solutions gratuites et que vous avez peut-être déjà chez vous pour faire des fonds de studio. La première, et pas des moindres, c'est tout simplement d'utiliser un mur de chez vous. Donc par exemple, un mur blanc qui peut tout à fait servir de fond blanc. Si vous avez uniquement une source lumineuse, il faudra en revanche faire bien attention à coller votre modèle au fond pour qu'il soit éclairé et que le fond soit aussi éclairé, et que vous n'ayez pas trop de travail au post-traitement après pour essayer de reblanchir votre fond ou d'effacer les ombres projetées qu'il pourrait avoir derrière. Vous pouvez aussi avoir des murs de votre maison dans d'autres teintes de couleurs qui pourront tout à fait servir de fond, d'autres teintes de couleurs, voilà, tout simplement, vous avez compris l'idée. Ensuite, on reste dans le gratuit en parlant de tout ce qui est rideaux ou tissu d'ameublement ou tissu de récupération.
Nous par exemple, au fin fond du grenier de mes grands-parents, j'ai retrouvé ces vieux rideaux à fleurs qui sont, je trouve, super jolis pour faire des photos fine art. Je les adore et vraiment ils m'ont rien coûté du tout à part peut-être un petit coup de dépoussiérage. Vous pouvez aussi trouver des chutes de tissus d'ameublement ou ce genre de choses, de toutes les couleurs, de tous les motifs, en fonction de vos goûts. Par exemple, un vieux tissu noir peut tout à fait servir de fond noir. À ce moment-là, il faudra faire l'inverse d'avec le mur blanc pour fond blanc. Il faudra décoller votre modèle du fond. Comme ça, la source lumineuse éclairera votre modèle, mais n'éclairera pas trop le fond, ou en tout cas avec moins d'intensité. Et ce sera encore une fois plus facile à la retouche d'éviter d'effacer les plis ou les petites imperfections ou peluches qu'il pourrait avoir sur votre fond noir. Il y a encore des milliards d'autres solutions pour avoir des fonds de studio fait maison gratuitement. Je pense qu'on en fera un jour une vidéo vraiment dédiée où on donnera plus d'exemples, mais le dernier petit exemple qu'on va donner ici, c'est des fonds en bois de récupération, notamment du bois de palette. Donc ça va demander plus de travail, mais vous pouvez tout à fait vous en sortir pour pas cher du tout, surtout si vous avez des restes de lasure chez vous ou ce genre de choses. Vous collez quelques palettes entre elles, vous peignez de la couleur de votre choix et vous avez un fond bois plus que réaliste puisque c'est du vrai bois. On va transitionner doucement vers les fonds qui sont payants, mais on va rester dans le pas trop cher. Vous pouvez acheter des grands pans de tissus dans des magasins de tissus. Alors à ce moment-là, il va falloir faire attention à quelques petites choses. Déjà avoir une largeur de fond suffisante, donc souvent ça va plus être dans les tissus d'ameublement plus que les tissus de couture qui souvent sont juste en 1 mètre ou en 1,50 m, qui vous forcera à faire une couture au milieu qui se verra sur vos photos, vous allez devoir retoucher, ça va être pénible. Donc allez plutôt dans les parties tissus d'ameublement. Généralement, il y a des rouleaux qui sont par 2 mètres ou 3 mètres. Ce sera un minimum en général pour des fonds de studio. Après, vous prenez la longueur que vous voulez, selon si vous voulez faire des portraits plein pied ou des portraits plutôt plan américain ou autres. Et j'ai encore 2 conseils à donner si vous achetez du tissu en magasin de tissu. C'est faites attention à ce que votre tissu il soit plutôt mat pour éviter après les brillances de vos lumières sur le fond. Ça vous simplifiera la vie tout simplement, même s'il y a toujours d'autres moyens d'éviter ça. Et aussi, de préférence, choisissez un tissu qui froisse très peu. Selon les matières, ce sera plus ou moins catastrophique après à repasser à chaque fois. Tant qu'on parle de repassage d'ailleurs, optez plutôt pour un défroisseur. Ce sera votre meilleur ami si vous avez des fonds en tissu. Ça vous permettra en quelques secondes d'effacer les plis plutôt qu'avoir à sortir tout le matériel de repassage à chaque fois. Parce que même si vous avez un tissu qui froisse très peu, il y aura toujours quelques petits plis. Donc voilà, ça vous évitera encore une fois du temps de retouche par la suite. Petit backstage repoudrage de nez, car Chris dit que je brille trop. Ça peut vous aider en matériel de studio à avoir de la poudre pour poudrer le visage de vos modèles, pour éviter les brillances disgracieuses. On n'en parle pas assez de tous ces petits accessoires indispensables. On pourra faire une vidéo sur tous les petits accessoires indispensables en studio, auxquels on ne pense pas. Donc on reprend, et en parlant d'accessoires et de petites choses pour vous simplifier la vie, vous pouvez suspendre vos fonds de tissu un peu n'importe comment chez vous si vous voulez, mais le plus simple ce sera quand même d'avoir un support de fond. Donc vous en avez encore une fois à pas trop cher sur internet. N'hésitez pas non plus à penser à de l'occasion. Donc sachant en général que comme pour tout, si vous achetez des supports de fond pas trop chers, il faudra pas mettre des tissus trop lourds dessus, parce qu'ils vont vite s'abîmer, tenir un peu moins, etc. Vous avez des supports de fond beaucoup plus solides, beaucoup plus stables, mais aussi beaucoup plus chers. Donc encore une fois, essayez de trouver un juste milieu en fonction de vos besoins. Encore une fois, il y a toujours des systèmes D si vous voulez. Vous pouvez aussi acheter une tringle à rideau avec des petits anneaux à rideau, avec des petites pinces que vous pouvez tout à fait utiliser en support de fond. Le seul inconvénient de cette solution, c'est que vous n'allez pas avoir du coup les 2 pans sur les côtés qui vous permettront aussi de tirer votre fond sur les côtés et ainsi qu'il soit plus lisse et mieux tendu et éviter les plis par la suite. Quand vous débutez en studio d'ailleurs, ne lésinez pas sur tout ce qui est pinces à acheter. Vous avez des pinces exprès fait pour les photographes de studio, mais vous pouvez tout à fait aussi aller en magasin de bricolage et trouver des pinces qui fonctionneront tout aussi bien pour tenir vos fonds. Alors maintenant, on va parler des vrais fonds de studio après avoir suggéré quelques petites astuces pour des fonds gratuits ou pas trop chers. Vous allez avoir principalement 3 grandes catégories de matières. Premièrement, vous allez avoir les fonds papier. On n'a jamais utilisé cette matière-là en fond de studio, donc on ne sera pas du tout les mieux placés pour vous en parler, mais dans les grands inconvénients qui ont fait qu'on n'a jamais utilisé ce genre de fond, c'est que c'est des consommables. Donc en fait, c'est des fonds en papier que vous allez dérouler pour votre shooting, qui vont s'abîmer ou se déchirer ou se tacher pendant le shoot, et que vous allez tout simplement donc tirer et couper par la suite. Et au prochain shoot, vous tirez à nouveau de votre rouleau de papier, dit comme ça c'est bizarre, pour faire des photos sur un fond qui sera tout neuf à chaque fois. Donc un des avantages évoqués sur internet quand je me suis renseignée moi-même sur ce sujet, c'est qu'en général c'est pas forcément trop cher, et qui sera toujours bien propre vu qu'à chaque fois vous tirez du nouveau papier tout simplement. Vous avez plein de couleurs possibles
et aussi souvent c'est des fonds qui sont assez mat de par leur matière. Les deux autres grandes catégories de fonds de studio, ça va être tout ce qui est fond textile et tout ce qui est fond vinyle. L'un des principaux avantages des fonds textiles, c'est qu'ils vont pouvoir se plier et se ranger facilement sans prendre trop de place. Ils vont être nettoyables aussi, généralement en machine. L'un des inconvénients, c'est qu'il faudra bien les tendre sur votre support de fond et en général un petit peu les défroisser avant chaque utilisation. Ce sera aussi pas toujours évident si vous avez un enfant ou un animal qui court partout et que vous voulez l'utiliser plutôt au sol. À ce moment-là, on vous conseillera plutôt les fonds en vinyle. L'avantage des fonds vinyles, c'est que c'est nettoyable à l'éponge. Ça reste bien en place parce que c'est des matières plus lourdes, donc justement pour si vous avez un animal ou un enfant qui court partout, c'est des fonds qui sont très bien en général utilisés plutôt au sol. L'un des inconvénients, c'est que ça peut faire un peu plus de reflets selon votre type d'éclairage, même s'il y a toujours des façons d'éviter ça. Je vais pas entrer plus dans les détails sur les fonds vinyles et les fonds textiles ici parce qu'on a fait une vidéo en partenariat avec Colors and Drops, qui est la marque des fonds qui sont derrière nous, qu'on adore beaucoup, made in France, eco-friendly et tout ça. Donc on reparle beaucoup plus en détail des fonds textiles et vinyles avec différents essais qu'on a fait avec dans cette vidéo qu'on mettra en barre de description où vous aurez beaucoup plus de détails et on sera un peu plus en profondeur dans les avantages et inconvénients des deux matières. Mais ce que vous pouvez retenir en très bref, c'est que ces deux matières-là sont nettoyables, réutilisables et sont plutôt chouettes. Ça va aussi dépendre des goûts et des préférences de chacun et des usages qui seront peut-être un peu différentes pour les deux matières. Vous avez pour ces deux matières toutes les gammes de prix encore une fois, en fonction de vos besoins et de votre budget, de vos sensibilités et tout. Donc comme vous l'avez vu, pour tout ce qui est fond de studio, il y a une multitude de variétés, de choix et de possibilités qui conviendront à tous les besoins, à tous les budgets aussi surtout. Donc si vous avez vraiment un très petit budget, partez plutôt sur des fonds faits maison qui coûteront vraiment très peu. Et après par la suite, au fur et à mesure de votre évolution, vous pourrez acheter des fonds de studio plus chers. Si vous avez tout de suite un petit peu plus de budget à consacrer à tout ça, vous pouvez acheter vos premiers fonds de studio directement officiels entre guillemets. Et encore une fois, on vous conseille aussi de penser à l'occasion qui vous permettront d'avoir des fonds assez qualitatifs mais à moindre coût. Donc vous pouvez par exemple acheter d'occasion sur internet, mais aussi penser à tout ce qui est groupe Facebook de matériel d'occasion pour photographes. Vous trouverez tout un tas de choses merveilleuses à moindre frais sur ce genre de groupe. Vous pouvez aussi directement passer par des collègues de votre région, etc. Bref, je vous laisserai chercher, mais les occasions ne manquent pas. Et après ce long blabla, il est grand temps pour moi de conclure et de terminer cette vidéo. Comme vous l'avez vu déjà, avec une source lumineuse et un fond que vous pouvez tout à fait avoir à moindre coût, soit par de l'occasion, soit avec un petit peu de débrouille et de bricolage, vous pourrez faire vos premières photos en studio et commencer à vous amuser avec tout ça. Vous allez par la suite découvrir plein de nouvelles choses au fur et à mesure de votre pratique, mais vraiment rien ne sert de se former éternellement et d'attendre d'avoir le matériel parfait pour vous lancer. Ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur internet dans vos petits commentaires et tout, et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment en pratiquant et en essayant plein de choses que vous allez progresser et surtout que vous allez mieux connaître votre style et vos besoins, et ensuite vous pourrez acheter de plus en plus de choses en fonction justement de tout ça. Ce sera plus pertinent pour vous, beaucoup plus personnalisé, et c'est des conseils qu'on peut pas forcément vous donner de façon précise parce que tout dépendra justement de vos goûts, de vos affinités, de votre pratique. Et d'un collègue à l'autre, on travaille tous de façon très différente en fonction justement de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à pratiquer, à vous entraîner. Il faut bien commencer quelque part, donc vraiment déculpabilisez-vous aussi de commencer avec 3 bouts de ficelle et un truc un peu à l'arrache. C'est pas grave, l'essentiel c'est de faire des photos, de vous entraîner, de comprendre un peu mieux la lumière et tout ça et comment tout ça va fonctionner ensemble, et c'est vraiment comme ça que vous allez déjà progresser et surtout vous amuser. Et si vraiment vous vous sentez trop perdu au milieu de tout ça et que vous sentez que vous avez vraiment besoin d'un accompagnement personnalisé pour vous conseiller et vous guider, au moins pour vous aider à mettre un premier petit pied dans tout ça, on propose des cours particuliers et du coaching. On n'en parle pas trop souvent sur cette chaîne, mais c'est quand même quelque chose qu'on propose. N'hésitez pas à aller voir sur notre site web si ça vous intéresse, toutes les infos y seront données. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous a appris quelques petites choses ou vous aura tout simplement encouragé à vous lancer pour tester vos premières photos studio, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un petit commentaire si vous avez aussi tout un tas de conseils complémentaires à donner à des débutants en studio photo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir plus de contenu. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et bonnes photos à toutes et à tous!